Chapitre 5. Du gris et des flashs de couleurs. Voile de zéphyrium proche de l'îlot technophile. Le Zeph descend lentement au-dessus des quartiers qui entourent l'îlot. La nuit s'est diluée dans une brume électrique, une lumière pâle qui n'appartient ni au soleil ni aux lampes humaines. C'est la première chose que je remarque. Ici, même la lumière semble artificielle. Préparez-vous aux manœuvres. La voix d'Aéric porte dans tout le cargo, claire, sèche, plus sèche qu'au Havre. Autour de moi, l'équipage se met en mouvement, comme si quelqu'un avait déclenché une horloge invisible. Mira des voiles surgit de la coursive arrière, déjà harnachée. Nervalmer règle les volets arrière avec des gestes précis. Sina jette des regards rapides sur les instruments de communication, ses sourcils froncés comme si elle attendait un miracle. John Massett referme une trappe du sol d'un coup de poing, il ne sait rien faire en douceur. Elion et Farce passent en trombe, armés de cordages, d'ancrages, de mousquetons. Le Zeph n'a jamais été aussi vivant. Devant nous, l'îlot technophile, Paris, dans les vieux contes, se dresse comme une forêt verticale, des tours blanches, des façades lisses, des lignes géométriques. Pas une couleur, pas une courbe naturelle en dehors des lignes dessinées par le fleuve. On dirait un monde construit par quelqu'un qui a oublié ce qu'était un arbre. Ah si, il y a des arbres, bien rangés, bien alignés, de la nature en bouteille. Au centre, le mât Eiffel, le gigantesque pylône de métal tressé prolongé par des structures tech, renforcé, aiguisé comme une flèche de cathédrale. Une plateforme circulaire est accrochée au 2e étage, comme une mangeoire à oiseaux gigantesque, tenue par un réseau de câbles tendus dans toutes les directions. Une toile d'acier. Stabilisation dans 30 secondes, murmure Ner. Aéric répond sans se retourner. Tibor, monte la pression des latéraux. Mira, prépare les signaux. Elion, Farce, prêt pour la première accroche. Lessia, reste là et observe. Je ravale ma salive. Ces mots n'ont rien de paternel, rien de rassurant. Ce sont les mots d'un capitaine qui teste si je tiendrai la route. On survole le mur. 15 mètres, blancs et lisses, de frontières infranchissables apparaissent en dessous de nous, bordés au sol d'un ruban d'asphalte et d'étranges marques blanches, à demi effacées, son sommet armé de tourelles et de capteurs. Le mât se rapproche de nous. À ses pieds, l'immense jardin bien calibré du champ de Mars que me pointe Tibor est ponctué de plateformes d'accueil pour des drones taxis. Ces petits appareils s'envolent comme des lucioles métalliques à notre approche, emportant avec eux 1 ou 2 passagers. L'espace central est clairement fait pour que le Zeph ou n'importe quel autre vaisseau de gros gabarit puisse se poser. « Premier verrou en approche !» crie Mira. Aéric incline légèrement la barre, le Zeph glisse vers la structure. Et soudain, j'ai l'impression que le mât s'élève pour nous happer. Elion crie « Lancement du câble principal !» Le treuil s'anime dans un grondement étouffé. Un long câble sombre se déploie dans le vide, terminé par un grappin électromagnétique aussi large qu'une tête. Il tourbillonne, oscillant au bout du fil comme un pendule dangereux. Encore, maintenant! Aéric coupe brutalement l'inclinaison. Le Zeph se cale dans la colonne de vent du mât Eiffel. Le câble tombe, se colle contre un faisceau de poutres rouge sombre. Le grappin s'illumine d'un halo bleu, puis clac! La prise est faite. « Accroche primaire confirmée !» hurle Sina. La nef ralentit d'un coup, comme rattrapée par une main géante. « Lessia, regarde bien !» souffle Tibor. C'est ça, la différence entre voler et s'amarrer. On passe de la danse à la chirurgie. 2 autres câbles fusent, lancés par Elion et Farce vers des poutres secondaires. Les stabilisateurs se verrouillent avec 2 sons secs. Zeph sécurisé, maintien stable, vent latéral faible. Les voix se croisent, nettes, rapides.
Je remarque soudain combien ils sont nombreux et combien ils savent ce qu'ils font. Moi, je suis encore une apprentie qui essaie de comprendre où poser les yeux. Aéric souffle enfin sans lâcher les commandes. On mouline, on descend sur la plateforme en douceur. On aura 2 heures en transit, on fait le plein d'air léger, des batteries et chargement des passagers et du fret. Puis, il se tourne vers moi. Pas longtemps, juste pour que je voie dans ses yeux une fatigue profonde et une fierté discrète. Lessia, tu descends visiter. Va voir l'îlot. Profite tant que tu as le temps. Pas d'explication, pas de conseil, juste un ordre enveloppé d'un soupçon d'encouragement. Je demande à Mira si elle veut venir. Elle rit. Voir l'îlot? Je le vois assez depuis les airs. Trop froid, trop droit, trop... Tech, non merci. Joanne hausse les épaules. Sina souffle qu'elle doit rester pour la com. Tibor est plus silencieux qu'à son habitude et secoue doucement la tête. Je suis seul, encore. La plateforme du mât Eiffel se rapproche sous mes pieds. Les lampes blanches, les couloirs modulaires, les silhouettes silencieuses en combinaison claire. Et puis, je croise une petite silhouette qui m'observe depuis le bord du passage. Une enfant, brune, 11 ans peut-être, un visage sérieux, presque trop sage. Et ses yeux, des iris qui changent de couleur. Pas un reflet, pas un artifice, un véritable cycle. Bleu pâle, vert d'eau, or blanc, puis de nouveau bleu. Elle cligne des yeux et les couleurs repartent, comme si quelqu'un faisait tourner un kaléidoscope à l'intérieur de sa tête. Je reste figé. La plateforme du mât Eiffel se met à vibrer sous mes pieds quand les crochets du Zef se verrouillent un par un. Mira me fait signe que je peux y aller. Un grand geste du bras, comme si j'avais besoin de permission pour descendre un escalier. L'air sent le métal froid et la pluie, le béton mouillé. Un parfum de désinfectant flotte autour de moi, comme quand je m'égratigne sur les câbles et que grand-mère Elara me nettoie les mains. Pas d'iode, pas de sel, même le vent siffle différemment. Il tourbillonne sur ce grand bout de métal, il ne souffle pas. Je plisse les yeux. La ville lumière, hein? On dirait surtout une ville qui a éteint toutes les couleurs. Je me dirige vers l'ascenseur, prête à découvrir ce monde du bas, ou du haut, je sais plus où je suis. Et là, à quelques pas du sas, je vois à nouveau la fille aux yeux qui changent de couleur. Bleu, vert, or, rose, bleu encore. Elle me fixe sans expression, comme si j'étais une donnée à analyser. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle bifurque vers un comptoir métallique géré par un automate tech. Sans hésiter, elle pose sa main sur un capteur. Une paire de lunettes ERA pour visiteurs et un communicateur simple. J'entends l'automate répondre, donner un prix en watts. Je vois la fille aux yeux multicolores valider la transaction, l'appareil bourdonné. Je bafouille. Tu n'es pas obligé de payer. Elle hausse les épaules. Chez nous, tout le monde paye pour tout. T'inquiète, des watts, mes parents en ont plein. Enfile ça, sinon tu vas vraiment croire que c'est moche ici. Elle me tend les lunettes et le petit module. Moi, c'est Tess. Je prends l'ensemble. Merci, murmurai-je. Elle ne répond pas, déjà repartie, une démarche souple, sûre et un peu fière. Elle se débrouillerait probablement bien avec un harnais. L'ascenseur du mât Eiffel n'est pas une cabine, c'est un cylindre de verre, tenu par 4 câbles tendus comme des muscles d'acier. Je mets les lunettes. Un texte flotte devant mes yeux. Je glisse le communicateur derrière mon oreille. Pas vraiment confortable, mais ça semble fonctionner. Une voix claire, artificielle, parfaitement neutre. Chargement de l'interface visiteur. Identification. Veuillez prononcer votre nom d'usage. Quel pronom souhaitez-vous me voir employer? Je prépare les protocoles d'assistance. Veuillez patienter. Je tente une réponse. Lessia? Elle? La voix revient. Configuration terminée. Activation de l'interface. La porte s'ouvre, je fais un pas, et tout change.
Les façades blanches se couvrent de panneaux lumineux, de symboles colorés, d'indications flottantes. Les trottoirs affichent des circuits au sol, des directions, des messages d'accueil. Des silhouettes humaines portent au-dessus d'elles des bulles transparentes, un nom, une activité, un pictogramme. Je retire les lunettes. Le monde s'éteint. Gris, froid, net, vide. Je les remets. Explosion de couleurs, publicité, indicateurs, décors numériques projetés directement dans mes yeux. Je manque de perdre l'équilibre. La voilà donc, la ville lumière. Je marche entre deux façades blanches, guidées par les flèches qui s'allument sous mes pas. La voix surgit, douce et constante. Destination suggérée. Pompidou Archives. Centre culturel. Durée estimée 20 minutes. Vous pouvez me dire stop à tout moment. Selon vos préférences utilisateurs, vous pouvez activer ou désactiver les indications de la réalité augmentée. L'intelligence artificielle au service des visiteurs de l'îlot technophile de Paris Trademark vous souhaite une bonne visite. Je ne dis rien. La flèche change de couleur. C'est suffisant. Je passe sous une arche métallique, traverse un rond-point où des capsules silencieuses glissent comme des poissons. Et puis je le vois. Pompidou Archives. Des tubes qui se remplissent de lumière, des flux de données qui circulent comme du sang dans des veines, des œuvres numériques flottent dans les airs, des cubes, des silhouettes, des lignes qui se tordent comme des serpents lumineux. Je jette un œil par-dessus la monture des verres qui me cisaillent l'arête du nez, une carcasse de tubes délavés, rongée par le vent et le temps, un squelette d'acier planté au milieu d'une place vide. Des panneaux solaires colonisent son flanc, un escalator extérieur, cassé depuis des années, pointe vers le ciel comme un bras qui aurait cessé de bouger. De rares personnes entrent et sortent. La plupart l'ignorent, trop pressés, trop attentifs à ce que leur propre interface projette pour eux. Je monte les grandes marches. La porte s'ouvre sans bruit. À l'intérieur, le choc est encore plus grand. Sans lunettes, une grande halle vide. Des murs blancs, un seul propre, quelques bancs, 3 sculptures dans un coin. On entend juste un ventilateur tourner quelque part, presque timide. Une dizaine de personnes qui regardent le vide, l'air absent. Avec les lunettes, des centaines d'œuvres, des troncs d'arbres de lumière, des peintures mouvantes, des sculptures faites d'éclats d'énergie, de lignes qui se rassemblent et se dispersent, et surtout, au centre, un grand arbre de données qui pulse comme un cœur. La voix IA souffle. Bienvenue dans Pompidou Archives. Vous pouvez interagir avec les œuvres en disant « Explique-moi ». Je chuchote presque, comme si j'avais peur de déranger. Non, pas tout de suite. Un silence, puis la voix répond. Très bien, je reste disponible. Je souris malgré moi. C'est étrange d'être poliment autorisé à ne pas parler. Je devrais essayer avec Tibor, mais je ne suis pas sûr que ça fonctionne aussi bien. Un kiosque automatique semble vendre des bonbons. J'ai un peu faim, je m'approche. Vous disposez de 0 watts. Pour accéder à l'espace dégustation, un minimum de 3 watts est requis. Voulez-vous gagner des watts? Je hausse les épaules dans le vide. Pourquoi pas? Un petit panneau s'allume à ma gauche. Station d'énergie ludique. Programme enfant. Une sorte de trottinette fixée au sol avec un guidon transparent. Je pose un pied dessus. La station s'allume. Objectif 3 watts. Avancez, reculez, amusez-vous. Je pousse. La trottinette résiste un peu, comme si elle glissait sur du sable. Je teste un mouvement plus large. La résistance change, s'adapte à mon poids. Après 2 minutes, la voix dit « Énergie suffisante, crédit généré ». Une carte fine, souple, comme une petite feuille, sort d'une fente. 3 watts imprimés dessus. Ça m'amuse plus que ça ne devrait. Je choisis un petit sachet avec des sortes de dragées gélatineuses. Le goût est bizarre. Pas sucré, pas salé. Un mélange étrange entre carotte, menthe
quelque chose d'épicé, puis une sensation pétillante qui grimpe jusque dans les joues. Je ris toute seule. Ça pique, d'une manière bizarre. La voix IA commente, neutre. Formulation pensée pour être ludique, nutritive et pauvre en sucre rapide. Profil standard. D'accord, mais c'est quand même bizarre. Noter. Je crois qu'elle vient de prendre note de mes goûts. Ça me fait un peu peur. Une grande toile numérique flotte devant moi. Une peinture mouvante qui ressemble à un ciel qui change. Des vents en spirale, des nuages qui s'étirent comme des voiles, une ligne d'horizon, une flotte minuscule de points sombres, des aérostats d'avant, peut-être. Écho du ciel, archives d'anciens survols du monde, d'avant la reconstruction. Je frôle l'image du doigt, le ciel se déforme comme s'il réagissait. Un courant d'air artificiel me frôle la joue. Je murmure. On volait déjà, avant nous? La voix IA répond. En 2015, le trafic aérien mondial a transporté environ 3,5 milliards de passagers. Cette année-là, le nombre de départs, décollages planifiés, a atteint environ 34 millions. Je frissonne. Un simple rectangle bleu. Je dis « Explique-moi ». Un film se lance. Je reconnais le Havre de Caux. Grand pont, des trains, des silhouettes, et un aérostat blanc, immobile, comme un géant endormi. Je retiens ma respiration. Je cherche un signe, un nom, quelque chose. La voix dit « Aérostat civil, modèle Nimbus, ancienne flotte de surveillance atmosphérique ». Le mot Nimbus percute ma poitrine. La nouvelle dragée au goût framboise, épinard, gingembre se dissout dans ma bouche. Pas de pétillement cette fois, mais une transformation liquide instantanée. Comme mes entrailles, d'un coup, avec cette évocation involontaire de Soren et de l'équipage qui l'a engagé comme apprenti. Le film continue et montre un aérostat flambant neuf sortir d'un hangar gigantesque. Des rubans coupés, des plans techniques, des gens trop propres se promener et interagir avec les commandes, les cuves. Je perds le fil. La voix IA annonce. Temps restant avant le rappel enregistré pour le retour au Mât Eiffel. 34 minutes. Souhaitez-vous découvrir une autre section? Je secoue la tête. Non, c'est assez. Merci. Avec plaisir. Je retire mes lunettes un instant. Le musée redevient une grande pièce blanche, presque vide. Les œuvres s'effacent. Je remets les lunettes. Le monde renaît. Puis je sors. Et pour la première fois, depuis mon arrivée à l'îlot, j'ai l'impression que quelque chose ici m'a parlé. Pas avec des mots, pas avec une voix, avec un souvenir. Comme si le passé lui-même avait voulu me montrer quelque chose que je ne comprends pas encore.